Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, après un mois et demi, on se retrouve enfin pour papoter sur les derniers films que j'ai pu voir durant le mois d'avril. Je suis tellement heureuse de vous retrouver et je vous cacherai pas que les dernières semaines ont été très intenses puisque première année d'études supérieures, donc j'ai été pour la première fois confrontée à la fin de semestre. Aujourd'hui, donc nous allons évoquer tous ces films que j'ai pu voir durant le mois d'avril, à commencer par un rattrapage, un long métrage sorti durant le mois de mars mais que je n'ai pu découvrir seulement le mois dernier, en compagnie du réalisateur Vincent Leport. Ce long métrage, c'est Bruno Redal, Confession d'un meurtrier. Bruno Redal raconte un fait divers qui a eu lieu au début du siècle dernier, dans lequel un séminariste de 17 ans, donc Bruno Redal, a décapité un enfant de 12 ans. Alors qu'il s'est rendu par lui-même à la police, eh bien les médecins vont lui demander d'écrire dans des carnets afin de mieux comprendre tout ce qui peut se passer dans son esprit. Ces carnets, on peut dire que c'est le point de départ du film, puisque Vincent Leport il va employer les mots de Bruno Redal en guise de voix off. Il ne s'écoule pas une dizaine de minutes sans qu'on ait la voix de Bruno Redal dans nos oreilles, qui toujours nous apporte en fait quelque chose. Sa voix n'est pas simplement là pour nous dire ce qui se passe à l'écran, mais bel et bien pour nous apporter des précisions et mieux comprendre tout ce qui peut se tramer dans sa tête. Forcément, tout au long du long métrage, on a cette fameuse question, comment un enfant il a pu commettre un tel geste, en fait, un acte aussi monstrueux. Et Vincent Leport, il n'apporte pas de réponse précise, parce qu'en réalité, on n'en a pas non plus. La plus probable, ça reste quand même l'onanisme. Comment dire ça? Bruno Redal, c'est quelqu'un qui se masturbe énormément. Il s'y prête de façon obsessionnelle. Et justement, Vincent Leport, il pose cette question, est-ce que c'est l'onanisme qui agit comme un acte compensatoire, donc à défaut de pouvoir tuer, eh bien il se masturbe, ou bien c'est ses idées sadiques qui lui procurent du plaisir? C'est un questionnement qu'on a tout au long du film, et pour avoir pu échanger avec Vincent Leport à la fin de la séance, lui-même, il n'a pas de réponse concrète à cela. Ce qui est perturbant avec son métrage, c'est qu'il vient déclencher en nous un sentiment ambigu. On s'attache à Bruno Redal. Voilà, on s'attache à lui. Et pour vous expliquer un peu la narration, le film donc s'ouvre avec la scène de décapitation qui est pas très explicite en fait. Alors évidemment on voit qu'il décapite l'enfant, mais c'est succinct, c'est pas extrêmement montré à l'image. Puis on a donc tout ce récit dans lequel on va suivre l'enfant de Bruno Redal, on va s'attacher à lui finalement parce que son histoire de vie elle est tragique et c'est compliqué en fait de réprimer sa compassion à son égard, jusqu'à ce que Vincent Leport nous ramène à la réalité dans le dernier acte, en montrant de façon extrêmement explicite, vraiment c'est une scène éprouvante, la décapitation donc de cet enfant. La scène est interminable, t'en vois pas le bout, il est là, t'as le buste, t'as la tête plus loin, la scène est très longue en fait, et très graphique, et nous on se prend une claque en pleine figure en tant que spectateur parce qu'on se dit mince, comment est-ce que pendant 1h30 j'ai pu manifester de la compassion à l'égard d'un personnage aussi cruel. D'ailleurs, le titre Confession d'un meurtrier, il est évocateur, parce que, à l'instar d'un juge, on écoute seulement le témoignage de Bruno. Après, c'est libre à chacun de se forger sa propre opinion. Les films du mois d'avril, désormais, on attaque avec un long métrage sorti sur Netflix le 1er avril, The Bubble de Judd Apatow. Dans The Bubble, donc c'est une comédie dans laquelle on suit un groupe d'acteurs confinés dans un hôtel qui va tenter tant bien que mal d'achever le tournage d'un film, une grosse production hollywoodienne avec des dinosaures volants. Pour l'anecdote, Judd Apatow il s'est librement inspiré du tournage de Jurassic World Dominion, donc le prochain Jurassic World, qui a été, on peut le dire, plutôt chaotique, entre donc un tournage qui s'est fait sous cloche, dans cette sorte de bulle, d'où le titre du film d'ailleurs, The Bubble, avec les caprices des acteurs, ou bien encore la paranoïa à chaque fois qu'un cas de Covid est suspecté. The Bubble, c'est un miroir grossissant. En fait, Judd Apatow il va venir prendre la réalité d'Hollywood, de ce que sont les tournages des grosses productions hollywoodiennes, et vient les pousser à leur paroxysme. Il vient user de l'excès pour critiquer les comportements. Par exemple, on a Keegan-Michael Key qui tente de convertir tout le monde à sa secte, alors lui il appelle ça marque de bien-être, je crois, et motivation, dont il est à l'origine, donc en référence au gourou et à toute ces ordres de fans qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, la pression des studios aussi au point de pousser les acteurs à bout, ou bien encore Pedro Pascal, alias Do You Wanna Have Sex With Me, qui erre littéralement dans l'hôtel à la recherche de filles avec qui il peut faire l'amour. L'outrance elle est donc de mise, qu'il s'agisse de l'écriture des personnages, ou bien encore du jeu des acteurs. En fait, si le film est aussi drôle, c'est avant tout parce qu'il est stupide. Certains disent qu'en voulant pousser la critique à l'extrême, Judd Apatow y est tombé dans les mêmes travers. Moi, personnellement, je préfère penser qu'en fait, Judd Apatow, son ambition dès le début, c'était de tourner un nanar, et donc il a parfaitement réussi, parce que comme je vous le disais, ce long métrage, il est stupide, et donc peut-être que cette forme de série Z, elle est volontaire.
J'aurais du mal à le conseiller si vous n'êtes pas un amateur du cinéma et d'Hollywood en règle générale, parce que non, le film n'est pas réservé à une élite ou quoi que ce soit, mais étant une satire du milieu hollywoodien, c'est ce que son humour repose principalement là-dessus. Et donc si vous n'êtes pas familier du secteur, vous risquez de passer à côté de certaines plaisanteries. C'est le moment où on parle du Gaspard Noé. Vortex, donc sorti le 13 avril. Dans ce film, on suit le lent déclin d'un couple de personnes âgées. D'un côté Dario Argento, de l'autre Françoise Lebrun. Donc elle perd l'esprit et lui perd le corps. Je suis restée prostrée sur mon siège à la fin de la séance, à essayer de reprendre tant bien que mal mon souffle en fait, pour calmer la crise d'angoisse qui montait en moi. Pour tout vous dire, Vortex, c'est un film qui m'a profondément troublée. S'il y a bien une chose qui me terrifie, c'est la vieillesse. C'est la déchéance en fait, du corps et de l'esprit. Parce que pour moi, elle est là la véritable horreur. C'est le fait de se voir partir à petit feu sans pouvoir rien y faire. Tu vois la faucheuse arriver, tu sens que la mort, elle va bientôt te toucher, et pourtant tu ne peux pas agir face à ça. Tu es juste impuissant. Dans Vortex, on suit donc le lent déclin de ce couple, et jamais en fait cette déchéance, elle n'est romancée. Sous la caméra de Gaspard Noé, la réalité elle est crue, à tel point qu'elle s'apparente à un documentaire. À aucun moment ce n'est adouci par un quelconque procédé narratif. La réalité elle nous est jetée en pleine figure dans toute sa violence. Et Alex Lutz il le disait d'ailleurs, donc Alex Lutz qui incarne le fils de ce couple, il le disait dans l'émission 7 à vous, il n'y a rien de plus violent que ce que propose la réalité. Le long métrage dure 2h30 et pendant près d'1 heure en fait, on suit ce couple dans sa vie quotidienne, sauf que Gaspard Noé il vient disséminer au fur et à mesure des éléments qui montrent à quel point ce couple il se délite. Il se délite physiquement, il se délite mentalement. Et d'ailleurs, ce couple qui est définitivement cassé en deux, puisque le long métrage va adopter donc le format du split screen. Donc l'écran est coupé en 2 parties sur lesquelles évoluent distinctement chacun de nos protagonistes. Et ce, même lorsqu'ils partagent la même séquence. La maladie mentale ou bien la maladie du corps, ça va les séparer. Ils vont pas percevoir cette séquence du même œil. Cette maison, ils y vivent, on y sent le poids des années, que ça soit le grand nombre de VHS, de revues ou bien d'affiches contre la violence policière. Évidemment, tout ça, c'est un héritage d'une génération qui a connu mai 68 et ça permet de donner encore plus de corps au film et encore plus de réalité finalement, encore plus de réalisme à ce qu'on peut voir. À cela d'ailleurs s'ajoute le naturel des dialogues qui n'ont pas été écrits. Ça c'est important de le savoir, Gaspard Noé donc il n'avait pas écrit la majorité de ses dialogues et tout ça s'est fait lors d'échanges sur le plateau avec les acteurs. La semaine suivante, le 20 avril, sont sorties 2 comédies. La première c'est une comédie d'aventure, Le Secret de la Cité Perdue. Dans ce cas, La Cité Perdue, on suit le personnage de Sandra Bullock, une autrice de romance à succès qui va être kidnappée par un milliardaire qui va lui demander de retrouver le trésor qu'elle évoque dans son dernier roman. Dès lors, le personnage de Channing Tatum, Alan, qui pose donc pour la couverture des livres de Loretta, se lance à sa rescousse, bien décidé à prouver qu'il est à la hauteur du héros qu'il incarne sur ses couvertures. 10 minutes. Seules 10 minutes de ce film sont dignes d'intérêt. Et vous savez à quoi elles correspondent? Aux 10 minutes de présence de Brad Pitt dans le long métrage. Ici, il est grimé en un drôle d'entraîneur friand de méditation, et avec son accent forcé, on peut dire que il est le meilleur à toute l'œuvre. De l'histoire, il n'y a pas grand chose à retenir, parce que vous lire le résumé, c'est l'équivalent de vous dévoiler le reste du récit. La suite, ne faites pas semblant, vous savez pertinemment ce qui va se passer. Alors certes, les plaisanteries elles font parfois esquisser un sourire, mais elles sont quand même plutôt rares, et en fait, elles sont tellement prévisibles que le visionnage, au bout d'un moment, moi, il s'est transformé en un jeu dans lequel j'essayais de trouver en fait quelle serait la plaisanterie suivante. Quant à Sandra Bullock et Channing Tatum, le tandem principal, ils ne parviennent jamais à dépasser l'écriture pataude et profondément cliché de leur personnage. En tout cas, il reste la chevelure blonde faussement crasseuse de Brad Pitt, et c'est peut-être lui, en fin de compte, le véritable trésor du film. La même semaine, on a eu une autre comédie, cette fois-ci comédie d'action, avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Ouais, j'ai été bien plus séduite par un talent en or massif que par le film que je vous évoquais précédemment. Dans Un talent en or massif, on suit Nicolas Cage himself, qui est maintenant un acteur qui tente tant bien que mal de relancer sa carrière. Donc afin de rembourser ses dettes, il va accepter l'invitation d'un mystérieux milliardaire qui va lui proposer de venir à sa fête d'anniversaire. Sauf que le séjour va prendre une toute autre tournure lorsque la CIA va le contacter afin qu'il enquête lui-même sur les activités criminelles de son hôte. Déjà, je tiens à préciser que ça fait 4 ans qu'on n'avait pas vu Pedro Pascal sur le grand écran.
La dernière fois c'était dans Prospect, donc une petite production indépendante de science-fiction qui a quand même une fenêtre de diffusion plutôt réduite. Et ça, bah c'est une bénédiction. Un talent normatif, c'est ce qu'on pourrait appeler un film méta. C'est un film qui est conscient de ce qu'il est. Autrement dit, une pure fiction. Une fiction qui répond donc aux attentes d'une industrie bien rodée. Il connaît les mécanismes d'Hollywood, il sait ce que les gens attendent de ce genre de film et il n'hésite pas à pousser tout ça à son paroxysme, évidemment à des fins humoristiques. Par exemple, Tom Gormican, il vient exacerber le dramatisme de certaines scènes et l'intensité, elle est telle que ça en devient comique. Le problème, c'est que la farce, elle dure qu'un temps et que là, on aurait pu avoir une réflexion passionnante sur le star system et sur cette pseudo-date de péremption en fait qui est apposée sur les acteurs et qui fait que au bout d'un certain moment, les acteurs ils peinent à relancer leur carrière, donc ils sont dans la capacité de donner un nouvel élan. Bah non, un talent normatif, il met ses réflexions de côté très rapidement et préfère se ranger dans la catégorie des banales comédies d'action. Dernier long métrage sorti sur Netflix à la fin du mois d'avril, produit par le studio d'animation japonaise WIT Studio, c'est Bubble de Tetsuro Araki. Je vous pose le décor. Bienvenue dans un monde inondé de bulles qui ont totalement changé les lois de la gravité. Tokyo est désormais devenu le terrain de jeu de jeunes adeptes de parcours qui n'hésitent pas à s'affronter en équipe, d'immeuble en immeuble. Notre protagoniste, c'est Hibiki, un jeune prodige du parcours qui va faire la rencontre de Uta, une jeune femme mystérieuse, sauf qu'ils sont les seuls à entendre un son qui va les mener à une grande révélation. Vous l'aurez peut-être compris, Bubble c'est une réécriture libre du conte de la petite sirène. Le film ne s'en cache pas puisqu'il établit fréquemment des parallèles entre son histoire et le conte, notamment pour justifier les premiers émois de la jeune fille. Mais honnêtement, c'est surtout effectué avec de gros sabots, ce qui fait que le film met fréquemment en pause son intrigue pour nous expliquer l'évidence. Le problème de Bubble, c'est que c'est un film qui est faiblement écrit. Prenons le personnage d'Uta. C'est une jeune fille qui va uniquement permettre en fait de développer le personnage principal. D'ailleurs, il y a un terme, c'est Manic Pixie Dream Girl, qui a été donc introduit par Nathan Rabin en 2007. Et en fait, ça désigne une jeune fille idéale et ingénue, donc dépourvue d'une personnalité propre, et qui fait office de dispositif narratif pour faire évoluer le protagoniste. Pour faire court, Uta, elle existe simplement pour faire comprendre à Hibiki à quel point il est important de profiter de la vie. Puisqu'elle ne possède pas de caractère, en tant que spectateur, on ne s'y attache pas. Ce qui fait que toutes les séquences émouvantes qu'il peut y avoir, on ne les vit jamais. On les regarde, certes, mais sans implication sentimentale. Et donc on ne ressent jamais l'intensité du moment. Pour moi, la seule chose qui est intéressante dans Bubble, ce sont ces séquences de parcours, avec la caméra qui épouse les personnages, on les accompagne vraiment dans leurs mouvements, et c'est difficile de ne pas penser aux manœuvres d'équipement tridimensionnels, donc héritées de l'Attaque des Titans, sur lequel WIT Studio avait également travaillé. Je pense que vous pouvez pas faire meilleure transition vers les programmes sortis sur le petit écran, puisque donc au début du mois d'avril, la saison 4, partie 2 de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin en japonais, a achevé sa diffusion. On pensait tous que ça serait la fin, que ça serait le final. En réalité, il va encore falloir attendre un an afin de connaître la conclusion des aventures d'Eren et ses compagnons. La bataille fait rage au district de Shiganshina, où chacun est forcé de mettre de côté ses doutes quant à l'identité de l'ennemi. Chaque camp jette ses dernières forces dans le combat, dont l'issue semble se renverser à chaque instant. Maintenant, le changement de studio est pleinement digéré, puisque si vous ne le savez pas, durant 3 saisons, c'est WIT Studio qui s'est chargé d'animer l'Attaque des Titans. Mappa a pris le relais à partir de la 4e, et là, désormais, on s'y est habitué, donc ça permet vraiment de se concentrer sur les prouesses du studio. Et si les séquences de voltige sont absolument exceptionnelles, je vais vous mettre cet extrait de séquence avec Flock Forster qui est juste... Mais pour moi, Flock est vraiment le personnage le plus important de cette saison, celui qui se démarque le plus. Je le dis ici et je l'assume pleinement. Selon moi, Flock Forster, c'est l'un des personnages les mieux écrits de l'Attaque des Titans. Voilà, c'est dit. Bref. Si les séquences de voltige, donc elles se démarquent particulièrement, Mappa, ils ont peut-être un peu moins misé sur les dialogues, puisque les scènes de dialogue, elles sont mises en marge. Notamment, l'image, en fait, elle vient préférer des plans sur les arbres, sur les décors,
plutôt que se concentrer sur les expressions faciales des personnages. Et ça pose problème parce qu'on a un épisode entier où les personnages sont réunis autour d'un feu de camp, où on a des grosses confessions qui sont faites, des confessions qui viennent bouleverser le développement de certains protagonistes, et en fait la caméra elle se dit « Oh bah tiens un arbre, c'est joli quoi !» Bah non, non, on aurait aimé avoir des focus sur les expressions des personnages comme Hajime Isayama il a pu le faire dans le manga, et je comprends que Mappa ils aient préféré concentrer leur budget sur les scènes de voltige parce qu'elles sont vraiment incroyables, mais peut-être qu'on aurait pu répartir ça plus équitablement de façon à ce que les scènes de dialogue elles semblent un peu moins vides. Évidemment elle apparaît plutôt comme une saison de transition parce qu'on sent qu'elle mène au final, enfin pour avoir lu le manga de toute manière ces chapitres, je savais très bien vers où ils menaient et ils sont là plutôt pour poser le décor vers ce qui va être la grande conclusion, mais n'empêche que c'est très plaisant et au niveau de l'animation, c'est plutôt réussi. Après tant de violence, passons à quelque chose de beaucoup plus mignon, une série Netflix sortie à la fin du mois d'avril qui adapte les romans graphiques d'Alice Oseman, Heartstopper. On y suit la romance naissante entre Nick et Charlie, deux jeunes adolescents qui découvrent leurs sentiments. Oh là là, mais qu'il est bon de voir une romance homosexuelle saine à l'écran. Certes, ce couple, il a ses hauts et ses bas, mais il ne tombe pas en fait dans de travers nocifs comme ça peut être le cas dans d'autres romances. La relation entre Nick et Charlie, elle repose avant tout sur la bienveillance et le bien-être de l'autre, il prime sur tout le reste. La simplicité d'Heartstopper, elle est touchante parce que au fond, ce sont juste deux adolescents qui découvrent leur sexualité, qui appréhendent l'homosexualité pour la première fois. C'est une histoire pleine de douceur, qui ne tombe pas dans le dramatisme exacerbé qu'on peut avoir dans certaines romances pour adolescents. La série n'oublie pas non plus le roman graphique dont elle est issue, parce que parfois le montage insère des cases blanches dans lesquelles on peut dire que oui, nos personnages prennent littéralement vie. Et en plus de ça, on a aussi plein de petits détails, par exemple des petites feuilles qui viennent virevolter sur l'écran, des petits éclairs quand ça va pas, des effets de vitres brisées, vous savez, dessinés lorsqu'un des personnages se sent mal, ou bien plein de petits cœurs animés, enfin voilà, ça n'oublie pas son support original, et Heartstopper, ça vient d'être renouvelé, ça a été annoncé hier pour 2 saisons supplémentaires, et je vous invite juste à découvrir cette romance entre Nick et Charlie, parce que même moi, qui ne suis pas une amatrice de romance, ni même de programme pour adolescents, passe juste passer un excellent moment avec ces deux personnages. Un peu de littérature pour finir, plus particulièrement une pièce de théâtre, un caprice de Bonaparte qui prend place pendant la campagne d'Égypte, durant laquelle Napoléon Bonaparte va séduire l'épouse d'un de ses lieutenants. Sauf qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait, il va la délaisser, et le mari bafoué va tenter tant bien que mal d'obtenir justice auprès des autorités supérieures. Il traite des abus de pouvoir, de la manière avec laquelle on peut jouer de son statut pour servir ses propres intérêts. Disons que cette pièce de théâtre, elle a donc pour cœur l'abus de pouvoir, mais autour on a plein de thématiques qui gravitent. Parmi elles on a la crainte de la hiérarchie, au point d'accepter les plus grandes bassesses, quand bien même elles touchent nos compagnons. Par exemple, on a les soldats qui sont outrés face à Fourès, mais qui se ravissent dès lors que les plus hautes autorités, eh bien, elles rentrent en jeu. Ou bien encore l'impuissance, donc face à la figure d'autorité, à tel point qu'on se soumet face à elle. Là, en l'occurrence, c'est le cas de Belle-Ilotte, donc la femme du lieutenant Fourès, qui a été séduite par Napoléon et qui en réalité a accepté plus par peur réellement que par amour. Mais aussi, ça pose la question de comment oser se dresser contre celui qui détient tout. Et ça, c'est notamment perceptible à travers le personnage de ce pauvre Fourès, qui malgré ses nombreuses tentatives, et les multiples actions qu'il va entreprendre pour récupérer son épouse, il va être réprimé par des forces supérieures. Et finalement, en conclusion, il ne peut que courber les chines face au Tout-Puissant. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu aussi apprécier ce décor puisque vous ne le verrez pas avant 3 mois. Effectivement, je termine les cours dans 3 jours, donc ma première année d'études supérieures en journalisme. Je quitte Lannion pour rentrer chez moi et pour entamer aussi mon stage de fin d'année d'une durée d'1 mois dans une rédaction, donc j'ai très hâte de voir ce que les prochains mois vont me réserver, j'ai hâte qu'on puisse continuer à papoter. J'espère que je pourrai reprendre les vidéos YouTube en espérant être un peu plus active. C'est vrai que là, comme je vous le disais, la fin de semestre m'a eu. La fin de semestre a eu raison de moi. Mais j'espère que je pourrai continuer à vous faire du contenu. En tout cas, c'est pas l'idée qui manque. J'ai une feuille avec énormément de choses dessus et j'espère que j'aurai l'occasion de les réaliser. J'espère aussi que tout se passe bien de votre côté et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.